C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information L'Essentiel. Bonsoir chers téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs. Un plaisir également de retrouver Abdoulaye Mbow. Bonsoir à toi Abdoulaye. Bonsoir à toi Nenaïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Dans le jargon Wolof, les mots on les appelle Na. Alors il est sûr et certain qu'ils seront nombreux à nous suivre aujourd'hui sur le plateau de l'Essentiel, étant donné que nous recevons deux Diagne Na. Très bien, alors comme tu l'as dit Abdoulaye, ce soir nous parlons économie et pour en parler nous sommes avec l'éminent professeur, le docteur en économie Khadim Bamba Diagne. Vous allez bien? Je vais bien, merci Nenaïcha. Je salue Abdoulaye ainsi que les téléspectateurs. Voilà, un autre Diagne, tu l'as dit Abdoulaye, c'est le docteur Souleymane Astou Diagne, secrétaire permanent du au Conseil économique, social et environnemental. Vous allez bien, monsieur Diagne? Très bien, Nenaïcha. Je vous remercie de l'invitation. Je salue Abdoulaye et également mon collègue Cheikh Bamba Diagne. Voilà, donc nous l'avons dit, nous parlons économie. Alors, depuis le début de son magistère, le président de la République, on l'a vu, a beaucoup misé quand même sur les gros chantiers. Il y a eu le pôle urbain de Diamniadio, entre autres ponts et autoroutes, le TER et maintenant, récemment, le bus rapide transit. Alors, quel impact ces gros travaux ont sur l'économie du Sénégal ? Après l'embouteillage, bon, on va voir, parce que c'est des projets structurants qui me semblent être intéressants dans le développement d'une économie. Maintenant, le grand problème que nous avons, c'est qu'il faut qu'on revoie encore l'économie sénégalaise. Est-ce que l'économie peut aspirer ou bien peut accepter dans un délai record tous ces grands projets? D'habitude, les Keynésiens disent que pour relancer l'activité économique est du niveau de la demande. C'est-à-dire que le fait de relancer l'activité économique avec les grands chantiers, cela peut impacter positivement sur le chômage, sur la croissance, sur l'emploi. Maintenant, Keynes pensait que dans sa pensée, c'était que ces entreprises-là devaient être des entreprises nationales. Maintenant, malheureusement pour nous, tous les grands projets sont captés par des entreprises étrangères et cela peut avoir un impact, je ne dis pas négatif, mais plus ou moins positif, faiblement positif sur l'économie sénégalaise, parce que les grandes entreprises qui vont construire TER, BRT, toutes ces grandes entreprises-là ne sont pas des entreprises nationales. Je pense qu'il est temps que l'État du Sénégal encore réfléchisse sur les méthodes, les mécanismes pour pouvoir accompagner le secteur privé national sur certains marchés. On peut construire un TER, on peut construire BRT, on peut construire tous les projets, mais tant qu'on ne se focalise pas ou bien qu'on n'aide pas le secteur privé national pour porter certains marchés, cela peut être extrêmement compliqué que ces projets-là impactent positivement sur le chômage. Ça peut impacter sur la croissance, parce que la croissance n'est rien d'autre que l'augmentation de l'activité. Quand il y a une activité dans ce pays-là, la richesse augmente, et quand la richesse augmente, on a croissance. C'est pour cela qu'il est difficile au Sénégal de pouvoir donner une traduction à la croissance, c'est-à-dire un point de croissance égale combien d'emplois créés, quel est l'effet de la croissance sur le taux de pauvreté, quel est l'effet de la croissance sur le chômage. Donc je pense que ces projets-là sont intéressants, sont structurants, mais leur impact sur la qualité de vie des Sénégalais laisse à désirer. Alors à ce niveau, Souleymane Astou, on le sait, dans la phase 1 du plan Sénégal émergent, autant dans la phase 2 de ce même plan, le président a beaucoup insisté sur la transformation structurelle justement de notre économie. Est-ce que pour le moment, ces gros chantiers au-delà de Dakar vont être élargis et peut-être dans d'autres régions du Sénégal pour permettre justement un désengorgement beaucoup plus conséquent et qui va beaucoup plus impacter dans la vie quotidienne des Sénégalais? Alors, ça a déjà commencé parce que il faut souligner que le président Macky Sall a investi sur une autoroute qui relie Dakar et Touba, qui est après Dakar le premier centre urbain. Et cette autoroute est un investissement extrêmement important pour lier en fait les centres urbains pour dynamiser l'activité économique sur l'axe Dakar-Touba. Et ça ne s'arrête pas là, parce que cette autoroute également trouvera un raccordement sur Saint-Louis, qui est également une autre grande ville du Sénégal. Et le président Sall également ambitionne d'ouvrir l'autoroute sur l'est du Sénégal, pour aller jusqu'à Tambacounda, en passant par Kaffrine, et aller jusqu'au Sénégal oriental. Alors,
Et tous ces projets, en fait, mon collègue Bamba Diagne l'a dit, vous savez qu'en économie, les infrastructures constituent un support extrêmement important de l'activité. Sans infrastructure, l'activité risque d'asphyxier. Et vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, le problème de la mobilité urbaine pose d'énormes problèmes. Bamba Diagne a dit tout à l'heure, à part les embouteillages, mais vous savez qu'on ne peut pas on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je veux dire, il y aura un moment où les gens vont un peu sentir l'effet je vais dire, des travaux, mais quand ce sera terminé, tout le monde va commencer à respirer et la mobilité urbaine va prendre en fait un bond significatif qui permettra aux entreprises, aux hommes de pouvoir se déplacer et de créer davantage d'activités sur le territoire national. Et donc, la théorie économique est formelle là-dessus, je parle sous le contrôle de mon collègue. Les infrastructures dans les théories de la croissance économique représentent un bond extrêmement important. Et dans notre pays, après l'année 2012, il a fallu en fait mettre en place une nouvelle politique pour renforcer l'existant sur le plan infrastructurel. On se rappelle du projet de l'autoroute Patte-d'Oie, c'était Colobane-Patte-d'Oie. Certains Sénégalais pensaient que c'était pas possible, que c'était trop coûteux, etc. Mais aujourd'hui, avec le recul, on sait que le président Abdoulaye Wade avait bien vu. Et je crois que également d'ici quelques années, ce sera derrière nous, on pensera nous tous que si le président Macky Sall n'avait pas pris l'initiative de mettre en place certaines infrastructures, il serait vraiment compliqué de pouvoir se mouvoir dans le pays, de pouvoir se mouvoir entre régions. Et c'est la raison pour laquelle ces initiatives doivent être continuées pour réduire un peu la fracture territoriale, parce que je vous ai dit, ce n'est pas uniquement les routes, mais il y a également le train, qui est également en marche dans les projets du président Sall. Il y a également les aspects liés toujours aux infrastructures, comme les infrastructures portières. Il y a le port sec qui sera à Mbandakhoune. Il y a également des quais de pêche qui sont en train d'être créés. Il y en a 5 qui ont été lancés. Alors, donc, on peut dire d'une manière globale, il y a en fait de nombreuses infrastructures qui sont dans le PAP 2, le PAP 2 du plan Sénégal émergent, qui vise effectivement à réduire la facture territoriale dans notre pays. Alors oui, il y a eu ces infrastructures, mais quand on parle d'infrastructures, on pense aussi à la dette. Alors, est-ce qu'on peut faire recours à la dette pour justement faire émerger un pays? Parce qu'il y a cette problématique qui revient tout le temps. Oui, on ne peut pas construire un pays sans endettement. Maintenant, il faut voir l'économiste, lui, ce qu'il cherche, c'est est-ce que l'endettement, ce que vous allez supporter en termes d'intérêt, est plus faible que ce que vous allez gagner en termes de bénéfices sur l'investissement. C'est-à-dire que vous m'empruntez 100 000 francs, vous devez me payer 7% d'intérêt. Est-ce que vous allez investir ces 100 000 francs-là dans un secteur qui va vous permettre de pouvoir prendre en charge les services de la dette? Alors, maintenant, le problème de l'endettement au Sénégal ne posait, jusqu'à présent, c'était soutenable. Mais aujourd'hui, on est à 64,5%. C'est énorme. Ah non. Le grand problème, c'est quoi? Comment le président de la République va gérer pour les 5 prochaines années? Il ne lui reste que 5,5. Parce que ça doit être inférieur ou égal à 70%. Donc, il était à 39%, 39,2% en 2012. Aujourd'hui, on est à 64,5%. Pour ces 5 ans, il lui reste 5,5% d'endettement. Parce que du moment que le Sénégal aujourd'hui a une bonne note, sa note est bonne, elle est notée, il est noté au niveau de S&P avec B+, Moody's BA3. Si son endettement dépasse 70%, il va perdre sa note parce que la spéculation va être très forte. Et quelle est la conséquence de cette spéculation très forte? Il va lever avec des taux très élevés sur les marchés financiers. Moi, je pense que, est-ce que maintenant, l'investissement aussi de l'État est efficient? Parce que l'investissement peut être efficace et pas efficient. Parce que quand on parle d'efficience, c'est l'efficacité à moindre coût. Parce que l'État a les moyens d'emprunter, parce que le Sénégal est crédible,
Maintenant, il y a des normes. Une fois que le Sénégal dépasse ces normes-là, l'investissement va être extrêmement compliqué. On est à 64,5 et le président vient de commencer son second mandat. C'est pour cela que je comprends que ce qui est sûr et certain, qu'on va commencer à augmenter les taxes, à arrêter certaines subventions, parce qu'on est au bord du gouffre, on est au bord de 70%, et je suis sûr et certain que le président ne va jamais dépasser les 70%. Alors à ce propos, est-ce que l'économiste Mamadou Lamine Diallo a raison lorsqu'il affirme qu'en 7 ans, le président Macky Sall a emprunté 6 000 milliards et qu'il est temps justement d'arrêter cette hémorragie? Alors, ça c'est clair, parce que c'est un député, il peut avoir les bons chiffres, mais quand même à 64,5 sur un PIB de presque 12 000 et quelques milliards, c'est possible. Maintenant, le danger est qu'on ne peut pas dépasser les 70%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour prendre en charge certaines dépenses structurantes, certaines dépenses qu'on a commencé? Et je suis sûr que si le Sénégal dépasse les 70%, le marché ne va plus faire confiance à l'économie sénégalaise. Ce qui veut dire quoi? Le Sénégal va faire affaire avec ce qu'on appelle les fonds vautours, les gens qui peuvent vous prêter de l'argent avec des taux d'intérêt très élevés, et qu'ils soient l'FMI, la Banque mondiale, toutes les grandes institutions internationales vont quelque part... parce que quand on met en place des pactes de convergence, c'est pour que les pays les respectent. Mais 64,5 au deuxième mandat, ça va être très compliqué. Ce qui veut dire quoi? Il faut que le Sénégal cherche d'autres sources de financement. Les recettes pétrolières vont venir en 2023-2024, ce qui veut dire que donc il y a deux sources qui nous restent: arrêter les subventions, augmenter les taxes. Voilà, donc il a dit, ces critères de convergence qui devraient être inférieurs ou égal à 70%, on est à 64,5%, et on parle que de cette phase 2 du PSE. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes justement pour pallier à cela? Si on doit parler aujourd'hui de phase 3, phase 4 ou phase 5? Non, pour moi, il n'y a pas actuellement de risque de surendettement du Sénégal. Pourquoi? C'est déjà une analyse qui est sortie du traitement des finances publiques de l'État du Sénégal. Les ministres concernés l'ont dit à moult reprises qu'il n'y a pas de risque de surendettement. Et également, le Fonds monétaire, dans son dernier rapport sur l'étude de la viabilité de la dette du Sénégal, l'a dit également qu'il n'y a pas un risque de surendettement du Sénégal. Donc ça, c'est clair. Alors, même si moi, des fois, je conteste même les 70%, ce qui ne repose sur aucune base théorique, mais c'est les règles du jeu, il faut les respecter dans l'espace UEMOA. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a une dette qui arrive peut-être à maturation dans un an et demi. On a une dette qui sera vers 6 ans. La dette, en fait, sa gestion relève d'un arbitrage qui est extrêmement complexe. Et on ne peut pas dire ici que il resterait en fait 5,5 de points de croissance de notre capacité d'endettement. Je crois qu'il y a un stock qui sort qui peut laisser également à un stock qui entre. C'est dans l'ordre naturel des choses. Alors, et gérer une dette, c'est vrai, c'est extrêmement compliqué parce que c'est de par la gestion de la dette que se fonde en fait la confiance des partenaires techniques et financiers. Ils disent on peut faire confiance à tel gouvernement parce que ils ont toujours la capacité de pouvoir rembourser leurs dettes. Et même historiquement, le Sénégal n'a jamais été confronté à une cessation de paiement. Jamais dans l'histoire, on est arrivé à un point où on ne pouvait plus payer les salaires, un point où on ne pouvait plus honorer les engagements internationaux. Le Sénégal a toujours eu une stratégie économique tempérée, prudente, qui lui permet à chaque fois de pouvoir honorer ses engagements. Maintenant, l'audace du président Macky Sall, c'est de dire, si je reste dans la même trajectoire que mes prédécesseurs, je vais garder la boutique, rien ne va changer. C'est le Sénégal qu'on a eu de 1960 à aujourd'hui. Les routes restent les mêmes, je vais dire, l'environnement reste le même. On a un instrument aujourd'hui qu'on peut utiliser, c'est l'endettement, mais l'investir dans des projets ou des secteurs moteurs. On a parlé tout à l'heure du secteur du transport. Oui. Également, il a investi dans le secteur de l'éducation, le capital humain, avec l'ouverture de 3 universités. Et également, investir sur le côté social, toujours pour soutenir la demande sociale.
notamment la couverture maladie universelle, pour permettre l'accès aux soins. Parce que l'accès aux soins, c'est un des fondamentaux dans un état de droit. Mais avec un endettement croissant des hôpitaux au Sénégal, avec la couverture maladie universelle. Oui, vous savez, même en France, aux États-Unis, la question de la couverture maladie universelle se pose. Ce n'est pas uniquement au Sénégal. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la suppression de la loi Obamacare. Aujourd'hui, la sécurité sociale en France est quasiment en faillite. Il n'y a plus de ressources pour soutenir le système. Donc, je vais dire, la gestion d'un État, ce n'est pas simple. C'est des arbitrages qu'il faudra faire étape après étape pour pouvoir toucher l'émergence. Et aujourd'hui, les fondamentaux de l'économie du Sénégal sont solides. Mon collègue l'a rappelé. Tous les partenaires financiers et techniques nous donnent un quitus sur notre capacité à rembourser nos engagements. Parce que l'économie du Sénégal, en termes de performance, a atteint une certaine robustesse. La croissance est robuste. On n'est plus dans des périodes d'une croissance en dents de scie, mais on est sur une croissance régulière, vigoureuse et qui permet de générer les ressources nécessaires à financer nos engagements nationaux et internationaux. Et en plus, le président Macky Sall a pris également l'option, vous savez que la dette devrait peut-être être répartie entre les générations présentes et les générations futures. Vous savez, par exemple, l'autoroute à péage, c'est une autoroute qui va exister au moins un siècle. Quand nous serions partis, nos enfants et nos petits-enfants vont continuer à l'utiliser. Et pourtant, c'est nous qui l'avons payé. Est-ce que vous voyez? Alors, il a préféré que notre génération se sacrifie le plus que les générations à venir, parce que c'est ça également l'esprit du développement. C'est-à-dire d'engager dans les fonds publics, dans les ressources publiques, l'essentiel pour tirer le maximum d'investissement sur les infrastructures et de permettre à ce que les générations futures puissent trouver un Sénégal qui leur permette de pouvoir se déployer. C'est ça également les choses qu'il faut comprendre. Mais aujourd'hui, je le rappelle, les fondamentaux de l'économie du Sénégal sont solides. La dette est maîtrisable. On est dans un seuil qui est aujourd'hui acceptable. Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun problème, en tout cas, s'agissant de la gestion de la dette. Très bien. Oui, Abdoulaye? docteur, je ne voudrais pas me souvenir justement de ses propos lorsqu'Aminata Niane était directrice de la PIS, lorsqu'elle demandait aux Sénégalais souffrez, mais tout ira bien. Mais justement, parlant de ces gros investissements-là, parce que le docteur Souleymane a parlé en tout cas, de l'évolution de la boutique, si je peux reprendre ces termes, mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'endetter pour enrichir des étrangers, entre crochets, quoi qu'on puisse dire, parce que l'essentiel des gros investissements que l'on voit au Sénégal, mais sont détenus par des multinationales françaises, turques ou chinoises. Est-ce qu'aujourd'hui la non-présence ou une présence assez essentielle du secteur privé véritablement ne pousse pas le Sénégal à avoir beaucoup plus de difficultés? C'est le grand problème, parce que l'État du Sénégal, et il ne faut pas oublier aussi, pour comprendre le niveau de l'endettement du Sénégal, qu'on a même fait un rebasing de notre PIB pour pouvoir encore mieux endetter. On a augmenté notre PIB de 30%. Parce qu'on était presque dans les années vers 2013-2014, l'endettement a commencé à être extrêmement élevé, vers 59%. On a fait un rebasing de notre PIB pour aller jusqu'à 43%, mais aujourd'hui on est à 64,5%. Un président qui est là, 64,5, et le président avait emprunté de l'argent pour acheter la dette d'Abdoulaye Wade. Seulement, on a... Et pourquoi Non, c'est pour emprunter dans le long terme. Non, c'était pas ça. Parce que je vous donne un exemple très simple. L'année passée, on a emprunté 2,2 milliards de dollars pour 30 ans. 1 milliard d'euros pour 30 ans, l'autre c'est pour 10 ans. Ça dit que nous, on va laisser nos enfants une dette. C'est que le président... Le grand problème que nous avons, on a diminué ou bien enlevé une partie de la subvention sur l'essence. Ça commence. Parce que le problème est que le président de la République sait très bien qu'il ne peut pas dépasser le 70%. Il lui reste 5,5%. Et donc, il y a deux choses. Arrêter les subventions, augmenter les taxes. Et on est d'accord sur les projets structurants. On ne peut pas développer un pays sans les projets structurants. Mais dans un pays pauvre, tout est prioritaire.
Il faut mettre de l'ordre dans les priorités. Aujourd'hui, quand j'ai lu dans un journal un médecin de l'hôpital de Dantec, le médecin-chef, qui doit être soigné en France, ça pose problème. C'est-à-dire que quel est l'état de notre sécurité? Quel est l'état de notre système social, de notre système sanitaire, de notre... En fait, il y a un grand problème avec l'investissement de l'État, parce que la finalité de toute politique économique est l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Est-ce que notre qualité de vie améliore? C'est un grand problème. C'est-à-dire que le président gère le budget, administre le budget. Pour moi, on a le temps de faire tous ces projets structurants-là. On n'a pas besoin, on ne peut pas construire un pays dans un mandat ou 2 mandats. Ce n'est pas possible. Un pays, on le construit dans le temps et dans l'espace. Si un président veut venir faire tout en même temps, ça va créer des problèmes. Comment on n'a pas encore terminé le TER, on bloque la VDN parce qu'on doit faire des ponts, on va bloquer aussi une autre partie parce qu'on va encore construire le BRT. Mais qu'est-ce que les Dakarois vont faire? La circulation est infernale en ce moment. Et il y a encore d'autres chantiers. C'est comme si on doit souffrir. Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi on ne met pas en escalier les projets pour qu'on puisse terminer le TER, terminer les ponts, attaquer l'autre? Maintenant, on ne peut pas faire tout en même temps. Parce que si on veut faire tout en même temps, et quel est ces projets-là? Quel est un de ces projets portés par un secteur privé national? Ces projets-là, parce que c'est une création de richesse, ça va encore augmenter la croissance. Mais cette croissance ne va pas encore impacter sur les Sénégalais, parce que je ne pense pas que ce soit BRT, TER ou les ponts sont faits par des entreprises sénégalaises. Alors, ce n'est pas fait par des entreprises sénégalaises, mais parlant de l'exploitation, est-ce que l'exploitation pourrait quand même être effectuée par ces entreprises sénégalaises? L'exploitation est du ressort de contrats établis par l'État avec ses partenaires. C'est à l'État de voir quel est le partenaire le plus adéquat pour lui confier en fait la gestion de ces infrastructures. Mais pour revenir un peu sur le rebond de 2011. Oui. Le rebond de 2011 a été contracté par l'État du Sénégal, c'était sous l'ancien régime, avec un taux d'intérêt qui était assez élevé. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal s'endette sur les marchés internationaux à des taux d'intérêt comme l'État français ou comme les autres États modernes. Aujourd'hui, le risque de cessation des paiements est quasiment nul, compte tenu des fondamentaux qui gouvernent notre croissance économique. Et ça, c'était en fait l'objectif de pouvoir racheter la dette de 2011, qui était établie sous des taux d'intérêt de 8,75%, il me semble, et de les ramener à 6,50 ou 6,25. C'était ça la stratégie. Et c'est la raison pour laquelle, après, on s'est engagé pour une autre dette de 2 milliards et quelques de dollars pour pouvoir souffler à nouveau. Mais, si vous prenez, en fait, parce que Khadim parle de séquence, peut-être qu'il a raison, mais moi, ce que je crois, c'est que dans la séquence qu'il vient de décrire, le TER bientôt sera opérationnel. Les travaux qui sont en train d'être effectués n'ont rien à voir avec le TER. Le TER est quasiment opérationnel. Bientôt, le président l'a dit, son opérationnalisation est imminente. C'est pour bientôt. Le BRT entre également dans la diversification du transport urbain, parce que tout le monde ne peut pas prendre la route ni le TER. Il faut diversifier. Et après, ce sera également la mer qui sera utilisée comme moyen également de transport. Alors, donc lancer le BRT pour qu'on puisse l'inaugurer dans 2 ans ou plus, pour moi c'est un bon calendrier. Parce que ce n'est pas une infrastructure qu'on va lancer tout de suite et la réceptionner tout de suite. Sa mise en œuvre va prendre du temps. Donc je ne vois pas en quoi ça peut impacter négativement sur les Sénégalais. Et je redis encore, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Khadim le sait autant que moi. Nous qui avions fait nos études en France, mais quand il y a des travaux à Paris, mais Paris devient infernal. Les gens ne peuvent plus circuler. D'accord ? Ça, c'est le propre des grandes villes. Ça montre que aujourd'hui, Dakar commence à être une grande ville. Et pour dire que la croissance qui est générée par ces grands travaux est empochée par de grandes entreprises, mais c'est une idée qui est totalement fausse. Vous savez pourquoi? Si, par exemple, la croissance qui est engrangée par les grands projets se retrouve dans les poches des grandes entreprises, mais une croissance obtenue en 2016 ne peut pas enfanter une croissance en 2017. Et pourtant, la croissance a été régulière. D'accord?
Cette croissance qui est générée par les grands projets, pour la plupart, se retrouve dans les poches des Sénégalais. Comment? Parce que pour faire le TR, combien de Sénégalais ont travaillé dans le TR? Combien de Sénégalais ont obtenu des revenus? Des emplois non durables, des Oui, emplois précaires, pour ne pas dire temporels. Mais c'est des emplois. Même avec de la sous-traitance qui profite beaucoup plus aux entreprises étrangères. Au lendemain de la guerre en Europe, il y a eu des grands travaux. Ce sont ces grands travaux qui ont permis à l'Europe d'avoir ce qu'on appelle les 30 glorieuses et de créer de la croissance. Est-ce que vous voyez? Alors, le TR est maintenant institutionnalisé, c'est une société nationale qui va employer des Sénégalais. D'accord? Et qui va faire, je vais dire, un service qui sera vendu aux Sénégalais. Donc ça entre dans la consolidation des acquis par rapport à notre politique infrastructurelle. Idem également pour le BRT. Après, ce sera institutionnalisé et des emplois durables seront créés. Mais pour la mise en œuvre, il ne peut pas y avoir d'emploi durable, soyons sérieux. Je veux dire, c'est une infrastructure qui nécessite une main-d'œuvre en un temps T. Une fois que l'infrastructure est terminée, la main-d'œuvre se reconvertit dans d'autres projets. D'accord? Alors, et c'est pour dire que, certes, on a besoin de l'expertise étrangère. Ça, il faut également le souligner. Même la France puise pour faire certaines infrastructures, puise dans des expertises étrangères. D'accord? Alors, il n'y a pas de mal à puiser dans des ressources étrangères. Ça, il n'y a pas de mal en économie parce que c'est le principe d'efficacité qui gouverne le choix. Maintenant, là où je suis d'accord avec Khadim, c'est que nous devons également mieux travailler sur la capacité de notre secteur privé national à empocher une partie de ces marchés. Et ça, ce n'est pas du ressort de l'État. L'État peut les accompagner. Je peux donner l'exemple du PAP 1 du plan Sénégal émergent. Sur le PAP 1 du plan Sénégal émergent, sur 1800 milliards qui étaient réservés au secteur privé, le secteur privé, il me semble, n'a que pris 1400 milliards. Un montant proche de 1400 milliards. Le reste, ils n'étaient pas en capacité de pouvoir l'enrôler. Et ça ouvre les marges à des entreprises étrangères qui viennent pour les prendre. C'est là où nous devons jouer, d'avoir des capitaines d'industrie qui sont audacieux, qui puissent également se syndiquer des fois. Se syndiquer. Si individuellement ils ne peuvent pas réaliser certaines infrastructures, s'ils se mettent à 4 ou à 5, ils peuvent le faire. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas encore le réflexe de notre secteur privé. Même si l'État est en train de les accompagner à pouvoir gagner certains marchés. On peut prendre le cas sur l'artisanat, mais la mise en place d'un secteur privé fort n'est pas du ressort de l'État. L'État ne peut que mettre le cadre. Maintenant, on doit sociologiquement produire des capitaines d'industrie capables de créer des fleurons qui puissent accompagner le développement. Mais ce n'est pas pour rien justement que le club des investisseurs du Sénégal a été porté sur les fonds baptismaux. Mais Dr Khadim Bamba, on insiste beaucoup sur ces projets, on insiste beaucoup sur... En tout cas, tout est concentré autour de Dakar. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une transformation beaucoup plus structurelle? Parce que à côté, le pôle de Diamniadio, c'est toujours dans Dakar. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans le sens justement de voir quel mécanisme, par quel mécanisme il faut investir pour le développement justement des autres régions du Sénégal? Alors, c'est là maintenant où la question centrale se pose, où le président Macky Sall place le curseur de ses intentions. Est-ce qu'il veut que tous les Sénégalais viennent à Dakar? Parce que si vous mettez tout à Dakar, vous ne pouvez pas interdire les gens de venir à Dakar. Dakar, 0,3% du territoire sénégalais. Terre, bon, je ne sais pas si c'est 800 ou 1000 milliards, je ne sais pas le coût. Autoroute à péage, BRT. Mais regarde tous ces grands projets structurants, vous le mettez à Dakar. Vous pensez que si vous mettez 200 milliards à Guédiawaye, ça ne va pas créer un travail ou bien un dynamisme, en fait, une zone économique pour permettre aux jeunes, au lieu de venir à Dakar, de travailler là-bas? C'est-à-dire que pourquoi on met toujours des stratégies pour que tout le monde vienne à Dakar? Tout le monde vienne à Dakar. À un moment donné, le rôle du président de la République, c'est de territorialiser la croissance économique. Quel que soit le Sénégalais qui se trouve à Fongelimi puisse dire que voici
ma contribution sur un point de croissance économique. Parce que si ça continue comme ça, toute la croissance sera faite à Dakar. Et ce qui est dangereux, c'est comme vous l'avez souligné tout à l'heure avec Souleymane, les emplois vulnérables ont augmenté entre 2012 et 2017 de 43 à 67%. Parce que tous les grands chantiers, les entreprises avec leur Exim Bank viennent, avec leurs techniciens et tout, on n'a besoin que d'emplois vulnérables, les emplois précaires, manœuvres, tout ça, mais tout ce qui est le Firepoint, là où on décide, ça vient avec ces entreprises-là. Et ce qui est dangereux quand vous n'aidez pas votre secteur privé aussi, c'est que le secteur privé étranger ne vous paye pas impôt sur le bénéfice. Il paye son pays impôt sur le bénéfice. Ce n'est pas pour rien que si Macron se déplace avec son secteur privé, si Trump se déplace avec son secteur privé. Parce que l'impôt sur le bénéfice de l'entreprise est payé par le pays en question. Or, vos entreprises ne vont pas toucher, gagner le marché. Et pourquoi un autre pays va faire confiance à votre secteur privé si vous ne faites pas confiance à votre secteur privé? Ce qui veut dire quoi? Vous n'aidez pas votre secteur privé à gagner même des marchés sous-régionaux. Il faut que nous apprenions à faire confiance, même si ça peut échouer. Mais on apprend. Parce que, moi je dis souvent, si on n'a pas encore un secteur privé qui peut mettre en place certains projets, on n'a pas besoin de ces projets-là. Vous voyez, un pays a besoin de tout. Abdullah, si vous avez une maison, je vous donne des carreaux. Vous avez un terrain, vous voulez construire une maison, je vous donne des carreaux. Vous en avez besoin, mais pas aujourd'hui. Il faut qu'on prenne le temps de voir ce dont on a besoin dans un premier temps, de construire. Mais est-ce que quelque part les projets que nous allons mettre en place seront des projets rentables? On va les payer, c'est de l'argent qu'on va payer avec des taux d'intérêt. Et ce qui est dangereux, parfois on nous donne des délais, et plus on donne des délais, parce que quand on donne des délais, le taux d'intérêt qu'on va payer va rejoindre le principal. Je ne sais pas, je parle en finance, c'est-à-dire que si vous devez payer 7% chaque année, on peut vous donner un délai de paiement de 5 ans, 6 ans, vous ne payez pas. Mais chaque année, les 7% vont rejoindre le principal. À un moment donné, vous pouvez emprunter 300 milliards. Au moment du paiement, vous pouvez trouver 600 ou 700 milliards à rembourser. Est-ce que le bénéfice que vous allez tirer de ce projet-là va prendre en charge les dépenses? Et au même moment, les Sénégalais ont du mal à avoir des hôpitaux de niveau, des écoles, des universités qui fonctionnent, ainsi de suite. L'eau, l'électricité à faible coût. C'est ces grandes questions-là pour moi que l'État doit, à un moment donné, on ne peut pas continuer à toujours faire les travaux des grands chantiers. Il l'a dit tout à l'heure, Souleymane l'a dit tout à l'heure, à partir de 1945, les pays ruinés par la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui justifie même la création de la Banque mondiale et du FMI, aider les pays à se reconstruire. Mais les pays se sont reconstruits avec leur secteur privé national, contrairement à nous. Alors, c'est la question justement, docteur, que tout le monde se pose. Est-ce que les priorités, est-ce qu'on met le curseur au bon endroit? Il y a des questions de priorité. Pourquoi aujourd'hui parler du TER, parler du BRT, alors que justement il y a ces questions cruciales liées à la santé, à l'éducation qui sont là, palpables? Mais vous pensez que la santé et l'éducation ne sont pas des priorités du gouvernement du Sénégal? C'est ce que vous pensez? C'est la question qu'on se pose. Le médecin de l'hôpital j'ai évacué en France. Non, je ne crois pas. Je crois que... c'est une information réelle. Hein? Oui, mais bon, ça c'est un cas isolé. Mais l'éducation et la santé sont des secteurs plus qu'importants pour tout gouvernement. Ce n'est pas uniquement le cas du Sénégal, mais c'est pour tous les gouvernements. Alors, quand vous prenez l'éducation, aujourd'hui l'État du Sénégal a mis en place le programme. Voilà, donc il y a aussi ça, le bateau Mercy Ship qui pose aussi problème, qui est au Sénégal, qui a soulevé moult réactions. Moult réactions concernant quoi? Par rapport justement au secteur de la santé qui devrait être développé, au lieu de recevoir un bateau qui aujourd'hui prête main forte à la santé nationale. Oui, mais vous savez, ça ce sont des actions en fait d'ONG, etc., qui sont en fait importants pour tout pays. Je veux dire, ça ne montre pas en fait le côté néfaste de notre santé, parce que on a des hôpitaux dans lesquels les Sénégalais peuvent se soigner, même si tout n'est pas parfait. L'État du Sénégal se déploie à mieux améliorer le cadre, à créer également d'autres structures de santé pour mieux, je vais dire, prendre en compte la question de la santé dans notre pays. Si on prend également l'éducation,
l'éducation également est une priorité. Fondamentalement, vous avez vu dans le plan Sénégal émergent dans la première phase, une réduction importante des abris provisoires. Vous avez vu également une amélioration du traitement du personnel de l'éducation nationale. Et tout récemment, le président Sall a mis comme priorité pour son mandat le programme Zéro Abri Provisoire. Donc d'ici la fin du mandat, qui n'est pas un seul abri provisoire sur l'étendue du territoire. Et ça, c'est à mon avis une priorité, c'est-à-dire c'est une motivation de plus qu'il exprime pour pouvoir assurer l'équité sociale, l'équité territoriale, et que les enfants où ils naissent au Sénégal puissent avoir les mêmes chances d'accéder à une éducation de qualité, d'avoir les mêmes chances également de réussir, et ça c'est extrêmement important. Donc je ne peux pas permettre de dire que la santé et l'éducation ne sont pas une priorité de l'État sénégalais, parce que uniquement... Ce sont deux secteurs qui sont malades. Oui, ce sont deux secteurs à problème, naturellement. Et ce n'est pas uniquement au Sénégal. Oui, mais c'est pas... Non, mais attendez. Attendez. Docteur, avec votre permission, le relèvement du plateau technique au Sénégal aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, que vous alliez dans les différents hôpitaux, Dantec, Principal, hôpital général de Grand Yoff, et que vous alliez également dans les autres hôpitaux régionaux, oui. Ce sont les professionnels de la santé qui le disent. Nous avons besoin du relèvement des plateaux techniques afin de permettre aux Sénégalais de pouvoir mieux se soigner. Ça, je ne le conteste pas. Merci. Je ne le conteste pas. Mais il faut dire que l'État du Sénégal s'emploie chaque année à investir dans les secteurs que sont la santé et l'éducation. Moi, j'ai conduit l'année passée une étude économique sur les dépenses sociales de l'État du Sénégal, de 2009 à 2017. L'étude économique m'a montré que 88% des dépenses sociales que l'État effectue, il l'oriente vers l'éducation et la santé. Ça, c'est énorme. 88% des dépenses à caractère social sont indexées sur l'éducation et la santé. Alors, on se pose la question, pourquoi dans ces secteurs il y a toujours des problèmes? Mais c'est lié à leur nature. Parce que la santé, l'éducation, ça concerne tout le monde. D'accord? Ça concerne tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, quels qu'en soient les efforts qui sont faits, certains peuvent penser que l'État ne fait pas suffisamment d'efforts, mais quand même l'État a des limites. L'État ne peut pas tout faire. Je vais dire, régler tous les problèmes avec une baguette magique, c'est pas possible. Mais quand vous prenez le plan, la première mise en œuvre du plan Sénégal émergent, la santé et l'éducation sont au cœur des problématiques de développement de notre pays. Ce qui est paradoxal peut-être, c'est de voir un projet à 296 milliards au Sénégal pour un bus rapide transit et parler toujours d'abri provisoire par rapport à l'éducation. Vous voyez qu'un pays comme Cuba, en termes de santé, c'est le premier pays au monde, parce que Cuba forme presque chaque année plus de 11 000 médecins. Ils ont les meilleurs chirurgiens. Ah oui, c'est un choix. Et ça, pour ne pas vous couper, c'est historiquement présent dans les pays socialistes, où l'éducation et la santé étaient gratuites. Tout à fait. Parce que l'idée, c'était, là-bas, on a accentué, on a mis le curseur sur le bien-être. Sur le bien-être. Ici, on aime investir sur des grandes choses au Sénégal. Ça, c'est un grand problème. Je suis d'accord, moi, ça ne me gêne pas, mais il faudra qu'il y ait, quand vous gérez un pays où tout est urgent, il y a des choses vraiment, pour moi, un président de la République doit réfléchir sur comment faire pour régler le problème de l'éducation et de la santé. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'efficience. C'est-à-dire qu'on met de l'argent, mais est-ce que le secteur est bien géré? Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'il y a au Sénégal, jusqu'à présent, on évacue tout le monde à l'étranger, on évacue tout le monde. Quelle que soit la maladie, on t'évoque. Et pourtant, le budget de la santé est énorme. Et si on veut, quelque part, construire un pays, parce qu'aujourd'hui, le président de la République, en 2019, est à 64,5. En 2020, il va être à 70. Et notre économie est toujours déficitaire. On est toujours déficitaire. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une dette publique. Comment on va faire maintenant? Mon grand problème, c'est
comment on va faire pour garder parce que on a emprunté chaque année 1000 milliards. On ne peut plus. Non, Khadim, c'est pas vrai. Ah non, Chaque année 1000 milliards. Non, on divise la dette par 7. Parce qu'on était à 3000 milliards en 2012, 39,5. Aujourd'hui, on est à 64,5 avec le rebasing même de la croissance. C'est comme ça qu'on calcule. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Parce que l'année passée, on a emprunté 2,2 milliards de dollars. 2,2 milliards de dollars. C'est presque plus de 1200 milliards de francs CFA. C'est là où la Banque mondiale nous avait dit, l'FMI, vous ne pouvez pas utiliser tout cet argent-là. Et ce qui avait créé, en fait, une tension de trésorerie, parce que l'État du Sénégal voulait, un an des élections, faire de grandes dépenses, des investissements, et ainsi de suite. La Banque mondiale a dit que vous ne pouvez pas le faire. Et ce qui a créé, à partir du mois de mai, juin, une tension de trésorerie que le ministre a acceptée au mois de décembre après. Parce qu'à un moment donné, ce n'était plus possible. Il y a beaucoup d'entreprises nationales qui ne pouvaient plus continuer leur chantier, faute de paiement. Et il est temps maintenant, pour moi, que l'État du Sénégal, que les programmes comme PUDC, Bourse sociale, ça ce sont des programmes à court terme, c'est extrêmement intéressant, hein, mais c'est des projets à court terme. Et que l'État du Sénégal fasse du bien-être social son projet, c'est-à-dire que son véritable projet. Maintenant, si on continue grand chantier, et tous les grands chantiers, c'est à Dakar. Dakar, c'est 0,3% du Sénégal. Tous les grands chantiers. Et donc, tous les jeunes vont quitter leur région pour venir à Dakar. C'est contradictoire si on veut désengorger Dakar en quelque sorte. Il n'y a pas de politique de désengorgement. Aucun homme politique ne peut interdire maintenant les jeunes de quitter Matam, Kaolack. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on ne peut pas, un pays, on ne peut pas laisser, surtout les zones frontalières sans jeunes, sans activité. Donc l'idée, pour moi, c'est d'essayer de changer, je ne dis pas d'accélérer la vitesse du train, mais de changer la direction des rails. Il est temps que les gens maintenant commencent à penser le Sénégal des profondeurs, pas de mettre petits projets, donner 10 000, 40 000 à certains, mais mettre des projets structurants pour permettre aux jeunes de pouvoir rester. Parce que personne ne veut quitter sa zone, laisser sa femme, sa famille pour venir à Dakar, gagner des miettes, faire des marchands ambulants à gauche et à droite. Maintenant, s'il n'y a pas d'entreprise chez eux, il n'y a rien, absolument rien, ils vont venir à Dakar. Donc, Dakar, la population de Dakar va de plus en plus être extrêmement compliqué à gérer. On met encore BRT et vous allez voir, on met encore BRT, l'embouteillage va continuer. Quel que soit le moyen, parce que si on ne met pas des entreprises pour fixer les jeunes dans leur région, on ne peut pas régler le problème. Créer l'exode urbain. Mais tout à fait. Et les gens ne veulent pas rester à Dakar. Hein? Parce que jusqu'à présent, c'est l'exode rural que nous vivons. Mais au-delà, est-ce que l'ensemble de ces problématiques-là a poussé cette soustraction sémantique qui a poussé le FMI à quitter le cadre de l'instrument de soutien aux politiques économiques à l'instrument de coordination des politiques économiques? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint une certaine maturation qui permet au Fonds monétaire de faire cette réarticulation. Je rappelle que la croissance est régulière, vigoureuse dans notre pays. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a cette nouvelle approche. Mais pour revenir un peu sur ce qu'a dit mon collègue Bamba, c'est-à-dire qu'il dit que la finalité d'une politique économique, c'est d'améliorer le bien-être, je suis d'accord, mais le TER, c'est pour améliorer le bien-être. La finalité du TER, c'est pour améliorer substantiellement le bien-être des populations. Le BRT également a pour finalité d'améliorer le bien-être des Sénégalais. D'accord? Toutes ces infrastructures visent à améliorer le bien-être des Sénégalais. Donc, on ne peut pas faire une analyse de ces infrastructures uniquement en termes de coûts, en termes d'endettement, et oublier le côté social qui est visé. C'est des infrastructures à haute potentialité sociale. Ça, c'était une remarque à faire. Alors, il a parlé également de l'exode rural. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Aujourd'hui, Dakar ne peut pas abriter l'ensemble des activités économiques de notre pays. Alors, il y a des projets qui sont lancés par rapport à l'acte 3 de la décentralisation avec l'avènement des pôles territoires, même si ce n'est pas encore effectif, mais la territorialisation des politiques publiques est dans l'esprit des décideurs. Et aujourd'hui, le pôle Casamance
ou pôle Sénégal oriental ou pôle centre avec Kaolack, Fatick et Kaffrine et autres, sont aujourd'hui en train d'être réalisés. Et d'ici là, ça va permettre aux entreprises de pouvoir se déployer dans ces régions et de pouvoir permettre à ces jeunes que Bamba nous relève de pouvoir trouver des emplois sur place. Mais il faut dire que les dynamiques économiques ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Je rappelle que pour que la Chine puisse réduire sa fracture territoriale, la Chine l'a fait en au moins 25 ans, pour permettre à ce que les Chinois puissent rester dans leur contrée et ne plus revenir dans les grands centres urbains pour trouver un emploi, en fait, d'avoir des... Oui. En profondeur, je suis certain que les jeunes de toutes ces localités-là pourront trouver, en tout cas... Mais Abdoulaye, ce qu'il ne faut pas oublier, oui, c'est qu'en 2012, le président Macky Sall a trouvé une économie qui était par terre. Il a pris du temps pour redresser notre économie. Vous savez, je parle sous le contrôle de Bamba. En 2012, la croissance était en berne. C'était moins de 3% de croissance. La dette, c'était 40% du PIB. D'accord? L'inflation était supérieure à 4%. Le déficit budgétaire était à quasiment 7%. D'accord? Alors, il a fallu du temps pour redresser l'ensemble de ces agrégats macroéconomiques qui permettent d'avoir un cadre des finances publiques assez sain et de pouvoir après impulser de grandes infrastructures. C'est pourquoi, à partir de 2015-2016, l'État du Sénégal a eu une stratégie de levée des fonds sur les marchés financiers et les investisseurs se bousculaient au portillon de l'État du Sénégal pour donner, pour investir au Sénégal. Parce que ils ont vu que les fondamentaux de l'économie sont solides et que l'État du Sénégal avait suffisamment de ressources avec cette croissance qui est vigoureuse, qui est régulière, de pouvoir rembourser l'ensemble de ses engagements internationaux. C'est la raison pour laquelle ces grands projets comme le port de Kaolack et autres n'ont pas été déclenchés tout de suite après l'avènement du président Sall au pouvoir, parce qu'il a fallu du temps pour redresser quand même l'économie qui était en berne. Alors, une question que l'on se pose, on va faire une petite comparaison par rapport au coût des travaux. Cette question s'était posée quand on parlait du TER. Aujourd'hui, on en parle par rapport à ce bus. Pour une même distance, des fois, par rapport aux autres pays africains, pour une même distance ou parfois moins, le Sénégal paye toujours en coût. Pourquoi? Paye toujours plus. Par rapport, pour ce bus, il est estimé à 296 milliards. Quand on va au Ghana, on parle de 60,3 milliards. Bon, moi je vais être honnête, moi je ne sais absolument rien de ces prix-là. Bon, en fait, parfois aussi, il peut y avoir des différences techniques énormes, parce que parfois, ce n'est pas les mêmes pays. C'est pas l'environnement, c'est pas le même environnement aussi, il peut y avoir des différences, mais moi je ne pense pas qu'il peut y avoir ces grandes différences là dans certains projets, parce qu'il se peut que ce que les gens ne disent pas au Ghana, il peut y avoir des différences énormes. Est-ce que les BRT au Ghana, parce que est-ce que les BRT ont leur propre ont leur propre chemin. Je pense que les BRT sont... Est-ce qu'il y aura des impactés, parlant de l'assainissement, des canalisations, il peut y avoir beaucoup de différences. Mais le grand problème ici, c'est qu'il faut que nous laissons un tout petit peu le modèle européen de développement. Le grand problème du Sénégal, c'est qu'on veut emprunter la même voie que l'Europe. Et on n'a pas les mêmes cultures. Vous voyez que les Japonais, avec leur stratégie de Zaibatsu, qu'ils ont donné aux Coréens, qu'on appelle les child births, ou qu'est-ce que les Coréens disaient en 1960, tout ce que nous n'avons pas, nous n'en voulons pas. La stratégie des Coréens était ça. En 1963, Chang Li venait, il disait, tout ce que nous n'avons pas, nous n'en voulons pas. Nous allons fermer nos frontières. Si nous voulons des clims, réfléchissons pour mettre en place des clims. Mais on ne va pas acheter des clims à l'étranger. Aujourd'hui, ils ont Samsung, ils ont LG, ils ont Hyundai, ils ont Nasco, mais presque toutes les marques aujourd'hui. Maintenant, pourquoi nous, on ne cherche pas notre propre modèle de développement, mais si nous voulons continuer à donner des grands marchés à des entreprises étrangères, on ne va pas donner jamais nos entreprises nationales des certificats, des licences pour montrer à l'Afrique que nous sommes capables de faire des projets aussi structurants que le TER, BERT et ainsi de suite. On va penser que si la France ou bien une entreprise chinoise est venue au Sénégal faire ce projet-là, pourquoi appeler une entreprise sénégalaise pour faire ce BERT en Gambie ou bien dans un autre pays? On doit aider notre secteur privé
à sortir du Sénégal. Et donc, quelle que soit la politique qu'on doit mettre en place, si on ne met pas en place une stratégie pour soutenir notre secteur privé national, je suis désolé, mais on va créer de la croissance, mais cette croissance-là ne va pas rester dans ce pays. Très bien. Alors, le dernier mot, peut-être, si on a encore un peu de temps, le mot de la fin, docteur? Mais vous remercier. Remercier également mon collègue Bamba